Bonjour. AI for Good, l'intelligence artificielle au service du bien commun, c'est le thème que nous allons aborder maintenant. Quelles croyances, quels fantasmes? Est-ce qu'il faut en avoir peur ou pas? Quel impact sur l'organisation du travail, sur la société, sur l'accueil des populations? Le sujet est brûlant d'actualité, comme vous le savez. Vous avez peut-être vu qu'il y a une pétition qui a été signée par 350 experts, je crois, pas plus tard qu'avant-hier, dont le père du chat GPT, Sam Altman, et Elon Musk. Alors bien sûr, il y a certainement une part de buzz médiatique et de buzz tout court, mais ça prouve que le sujet est brûlant d'actualité. Avant de vous présenter notre panel qui est large et qui, j'allais dire, est sur tous les maillons de la chaîne, je vous rappelle qu'il y aura des questions que vous pouvez nous envoyer via le QR code et que je prendrai à la fin. On se réserve, si vous êtes d'accord, une petite dizaine de minutes à la fin. Alors notre panel, je vous disais, un panel assez large qui est à tous les étages de la fusée. Je commence par vous, Jean-François Bonnefond. Vous êtes chercheur au TSE, directeur de recherche au CNRS. Vous êtes aussi psychologue de formation. Ce qui est assez intéressant pour cette dimension humaine et de l'accueil humain de l'intelligence artificielle. Vous avez travaillé notamment sur comment les populations réagissent sur un cas concret, notamment, entre autres, la voiture autonome. Éric Hazan, vous êtes directeur associé chez McKinsey. Alors là, j'allais dire, c'est l'étage de la fusée de l'entreprise. Vous aidez, vous épaulez vos clients à installer l'IA au sein de leurs entreprises avec tous les sujets que ça peut poser en termes d'organisation du travail et puis même du fonctionnement de l'entreprise au quotidien. Vous avez aussi, je crois, réfléchi ou du moins travaillé sur The Next Step, l'IA générative, qui est le sujet qui préoccupe un peu tout le monde. Et puis, last but not least, loin de là, Joëlle Barral, merci d'être là. Vous êtes la directrice de la recherche de DeepMind Google, qui est donc la division IA de Google. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez longtemps travaillé chez Verily, qui est la société sœur de Google dans le domaine de la santé, qui est quand même le secteur pionnier en la matière d'IA. Je ne pense pas que vous me direz le contraire. Vous avez plusieurs brevets à votre actif, notamment dans la robotique et l'imagerie médicale. Et c'est à vous que je vais poser la première question, parce qu'on a quand même envie de savoir jusqu'où l'IA aujourd'hui et de quelle IA part-on vraiment. Est-ce qu'il faut se dire, est-ce qu'il faut en avoir peur? Est-ce que je dois me demander si l'année prochaine, on n'aura plus besoin de moi pour vous poser des questions et peut-être même qu'on n'aura plus besoin de vous pour me répondre? J'essaie d'imaginer la scène. Merci pour la question. Je ne la souhaite pas. L'IA, je dirais, est avant tout un outil, comme beaucoup d'autres technologies qu'on a pu voir. C'est un outil puissant, on est vraiment à un point d'inflexion, au même titre que Internet ou la téléphonie mobile il y a 10 ans. Et donc je pense qu'il y a 10 ans, on aurait été bien incapable de prédire ce que le téléphone a permis de par le monde. Et de la même façon, aujourd'hui, l'IA va avoir un champ d'application très très large. Je crois que c'est très important pour une technologie aussi puissante de vraiment commencer avec une approche responsable. Donc chez Google, on a publié ces principes dès 2018. On veut vraiment que l'IA soit au bénéfice du plus grand nombre. On s'attache à ce qu'elle ne renforce pas les biais, à ce qu'elle soit développée avec un souci de la vie privée, de la sécurité, avec une très haute exigence en matière d'excellence scientifique. Et donc le dernier de ces 7 principes est aussi de faire en sorte que les applications et les personnes pour lesquelles on met ces outils à disposition vont les utiliser en gardant ces principes en tête. Donc je crois que c'est vraiment très important d'ancrer une approche responsable dès le départ pour continuer à pouvoir être audacieux et innover sur un tas de domaines. Et c'est quelque chose qu'on construit ensemble avec les entreprises, avec le monde académique. Oui, ce qui veut dire, je crois que vous me l'avez dit, que vous faites travailler vraiment la recherche fondamentale de manière très proche avec ceux qui vont développer les applications. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que nous, on a des labos de recherche qui sont au sein de recherche en IA fondamentale, qui sont au sein d'équipes de recherche plus larges, qui peuvent être fondamentales ou appliquées, elles-mêmes au contact de toutes nos équipes produits. Et donc, c'est beaucoup d'échanges qui se nourrissent toujours en partant d'une application précise, c'est-à-dire des utilisateurs, de la façon dont l'IA est déjà utilisée, c'est-à-dire qu'elle est déjà dans votre poche pour un certain nombre d'applications. Vous me parliez aussi de la curiosité bénéfique de vos chercheurs. Donc, jusqu'où on peut laisser courir leur créativité, si je puis dire?
Alors, je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs et que c'est très important de ne pas se limiter à ce que les chercheurs font, où c'est pas à eux de décider entièrement de jusqu'où ils peuvent aller. Quand on fait de la recherche, c'est très important d'avoir une liberté intellectuelle. Donc, je pense que pour un grand nombre de nos chercheurs, pouvoir travailler à la fois sur, j'en parlais au déjeuner, la biodiversité et reconnaître le chant des oiseaux, si c'est vraiment un problème auquel ils veulent appliquer des techniques nouvelles, parce qu'aujourd'hui, c'est pas des sujets pour lesquels on a des solutions, ou les appliquer à la médecine, ou s'attaquer à la déforestation, etc. Je crois que c'est très important qu'on ait un univers dans lequel nos chercheurs ont vraiment une grande liberté de recherche. Ensuite, quand on applique ces technologies, quand on les déploie pour le plus grand nombre, nous, on a appelé à de la réglementation très tôt. On pense vraiment qu'il y a une technologie puissante qu'il faut réguler, qu'il faut bien réguler. Et là, je pense qu'il y a beaucoup d'autres acteurs qui sont amenés à prendre position pour savoir comment ces technologies doivent être régulées pour, encore une fois, être mises au service et au bénéfice du plus grand nombre. Éric Hazan ou Jean-François Bonnefond, ça vous rassure ce qu'elle vous dit, ce qu'elle nous dit? À titre personnel, j'étais déjà assez rassuré, mais c'est pas pour ça qu'il faut pas prendre Vous ne parlez l'IA. pas risque d'extinction de l'humanité, donc Voilà, comme dans la pétition. Il faut prendre les choses très sérieusement. C'est quand même pas un hasard total si toute une kyrielle de chercheurs de très bon niveau se mettent ensemble pour parler de risque d'extinction. Je pense que la façon dont les choses sont envisagées dans le manifeste qui a été publié est assez intéressante. Ils ne disent pas qu'il faut mettre des barrières à la recherche. Ils disent qu'il faut se poser la question de l'utilisation. La technologie en elle-même n'a pas forcément de sens initial, c'est à nous de déposer du sens. C'est à nous de l'utiliser pour le bien ou d'arriver à, je dirais, maîtriser ces externalités négatives, car comme dans toute technologie, comme dans l'énergie nucléaire par exemple, il y a des externalités négatives. C'est d'ailleurs ce que dit ce papier. Donc finalement, ne bridons pas forcément, ne compons pas les ailes des chercheurs, mais par contre, posons-nous la question de comment utiliser ces technologies au fur et à mesure. Juste pour remettre, comme on dit en Belgique, l'église au milieu du village, je discutais récemment avec des chercheurs de l'INRIA qui travaillent sur le son. Vous savez que l'IA générative, donc c'est ChatGPT & Co, est au cœur de toutes les discussions. Finalement, ça sert essentiellement à produire du contenu. Enfin, en tout cas, c'est ce qui est visible pour nous. Eh bien, ces gens-là travaillaient sur le son. Et si je vous le dis en 2 minutes, ils avaient mis dans un modèle toute la musique classique du monde. Et puis, il est de notoriété publique que des algorithmes savent maintenant faire de la variété aussi bien que certains chanteurs de variété. Donc, ils ont proposé à leur algorithme de faire du Mozart à partir d'une symphonie de Mozart. Ils lui ont donné quelques notes et l'algorithme a commencé à composer. Il a fini en faisant du Beethoven. Donc, ça prouve bien que c'est fascinant, mais en même temps, un algorithme d'intelligence artificielle, ça ne dit que sur du dit. Jean-François Bonnefond, qu'est-ce que ça vous inspire? Oui, moi j'entends quelque chose qui est très positif, qui est l'idée qu'on veut que cette technologie soit au service du bien commun, et je crois que la bonne volonté est générale à ce propos. La difficulté, c'est de se mettre d'accord parfois sur ce qu'on entend par le bien commun, parce que l'intelligence artificielle a une telle gamme d'applications, un tel registre d'applications, que parfois c'est assez facile de savoir ce que c'est le bien commun. Une voiture autonome, on a envie qu'elle ait moins de collisions qu'une voiture conduite par les humains. Ça, c'est une métrique assez facile et on est tous d'accord sur ce que c'est que le bien. Parfois, ça devient un petit peu plus compliqué parce que une voiture autonome, une fois qu'on a réduit le nombre de collisions qu'elle a, reste le problème du type de collision qu'elle va avoir. Quels sont les usagers de la route? Quels sont les usagers de la route qui seront, disons, protégés en priorité par les algorithmes? Là, tout à coup, on entre dans un domaine où c'est un peu moins facile de se mettre d'accord, parce que c'est une question qu'on ne s'était jamais vraiment posée. Et puis ensuite, on arrive dans des domaines où, on ne sait tout simplement pas définir ce que c'est le bien commun, alors même que certains humains ont pour tâche de le poursuivre. Il y a des professions comme juges, enseignants, journalistes, qui sont des professions au service du bien commun. Et le modèle de société qu'on a, c'est de dire on va sélectionner des personnes qu'on pense avoir le discernement, les qualités nécessaires pour prendre au jour le jour des décisions en faveur du bien commun qui impliquent des choix difficiles, des arbitrages entre des valeurs, des dilemmes. Mais on ne leur explique pas vraiment comment faire. On les choisit et on leur fait confiance pour résoudre les solutions sans avoir besoin de préciser très exactement, quantifier comment ils doivent les prendre. Mais maintenant qu'on passe dans une société où le modèle, c'est qu'on ne choisit plus nécessairement des humains pour faire une tâche, mais qu'on construit des machines
pour faire cette tâche, eh bien, on n'a plus ce luxe de laisser un peu flou ce que c'était que, en pratique, en détail, poursuivre le bien commun et arbitrer entre différentes valeurs ou résoudre des dilemmes. On n'a plus ce luxe parce qu'il faut maintenant expliquer à la machine comment elle doit faire ses arbitrages. Et là, je dois dire que le fossé devant lequel on est assez conséquent pour ce qui est de se mettre ensemble d'accord, application par application, sur ce qu'on entend par le bien commun, qu'on est tous décidés à poursuivre. Et vous aviez un concept sur lequel vous avez travaillé, que vous appelez le moindre mal. Oui, ça c'est disons le cas de figure le plus simple, quand ce qu'on appelle le bien, en fait, c'est le moindre mal. C'est-à-dire que... le champ est vaste, donc, dans les liens. Encore une fois, je donnais l'exemple des collisions sur la route. On sait ce que c'est le mal. Le mal, c'est les morts sur la route. Et le bien, eh bien, par complément, eh bien, c'est de diminuer le mal, c'est-à-dire d'avoir moins de collisions et moins de tués sur les routes. Ça, c'est, disons, le bien commun en termes de moindre mal. Je ne suis pas en train de dire que techniquement c'est facile. C'est bien sûr extrêmement difficile de résoudre ce problème techniquement, mais ce n'est pas si difficile de se mettre d'accord sur l'ambition qu'on poursuit. Joël, comment on aborde ce sujet-là? C'est-à-dire du bien commun, du moindre mal, quand par définition, quand on est chercheur, on a envie de s'ouvrir toutes les portes quelque part. Alors, je voudrais rebondir, peut-être revenir sur l'exemple. Il y a un autre domaine dans lequel peut-être le même concept peut s'appliquer, qui est la santé. C'est-à-dire que quand on voit le potentiel des applications en santé, notamment de nos grands modèles de langage, j'ai beaucoup travaillé cette année sur quelque chose qu'on a sorti assez récemment qui s'appelle MedPalm 2, donc c'est un MedPalm 2, un nom assez technique, assez barbare, mais qui est finalement un grand modèle de langage sur lequel qu'on a réentraîné sur un corpus médical pour arriver à répondre à des questions, à des cas cliniques précis. Et ça a été fait de façon extrêmement précautionneuse par nos équipes qui ont quand même travaillé en santé maintenant depuis une dizaine d'années. On a beaucoup travaillé avec des médecins, à la fois pour évaluer les réponses, c'est-à-dire voir si un médecin préférait la réponse donnée par un modèle dans un cas clinique particulier à la réponse donnée par un médecin, donc comparer la performance du modèle à la performance de médecin, et aussi vraiment pour bien comprendre quelles sont toutes les façons possibles où le modèle pourrait se tromper, quelles sont finalement les façons de faire du mal. En anglais, le plus important de faire mal dans la santé. Voilà. Et puis en anglais, c'est first do no harm. Quand on prête serment, le serment d'Hippocrate, c'est vraiment avant tout ne pas faire de mal. Et donc en santé, il y a et quand on fait des questions-réponses, elles peuvent faire du mal de façon différente. Donc on a d'abord vraiment réfléchi à quelles sont ces différentes façons. Est-ce que c'est parce que la réponse est incomplète? Est-ce que c'est parce qu'elle est complète mais elle induit en erreur? Est-ce que c'est parce qu'elle est vraie, mais elle est vraie pour une catégorie de la population? Elle n'a pas pris en considération que pour les femmes enceintes, c'est complètement l'inverse, par exemple, etc. Et donc, vraiment une approche assez méticuleuse pour ensuite, encore une fois, travailler avec des médecins et leur permettre aussi d'évaluer toutes les réponses sur tous ces axes. Et donc toute une méthodologie finalement et un travail assez très humble et très pas à pas d'essayer de comprendre les limites de ce modèle pour ensuite pouvoir envisager encore une fois avec des utilisateurs potentiels, que ce soit des hôpitaux ou des patients, etc., tout le monde clinique, comment ces modèles vont pouvoir être utilisés. Mais c'est vraiment, j'ai envie de dire, on passe pas du rien au tout immédiatement. Il y a vraiment un certain nombre d'étapes avant de vraiment bien comprendre de quoi il s'agit, quelle est la technologie et pour un cas d'usage particulier, comment elle va pouvoir être déployée. Et de faire, j'imagine, un brin de pédagogie. Éric Hazan, vous qui êtes en contact avec les entreprises, c'est facile à faire ça, c'est le principe de first no harm ou pas? C'est une question importante. D'abord, la façon... On a développé un concept chez nous qu'on a appelé la technology social responsibility. C'est-à-dire que quand on travaille sur les stratégies technologiques des entreprises maintenant, on introduit un petit peu ce dont on vient de discuter, c'est-à-dire finalement les impacts positifs et les impacts potentiels négatifs de la technologie. Pourquoi on a fait ça? Parce qu'on a fait aussi des analyses économiques. On s'est aperçu que quand on va au niveau macro et au niveau micro, quand on combine finalement une utilisation responsable de la technologie et la pénétration intensive de cette technologie, on a plus de retour économique. Donc en fait, it's also good for business, comme on dit en anglais. Donc, plus ça sera
sera durable quelque part. Plus ce sera durable. Ensuite, la vraie difficulté, et c'est aussi d'une certaine manière rassurante, on fait plein de choses entre guillemets en labo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en termes d'automatisation d'un certain nombre de tâches, on est à des niveaux très impressionnants sur tout ce qui est les travailleurs du savoir, les knowledge workers, les avocats, les consultants, les médecins, etc. Donc, mais entre le moment où on fait des choses et le moment où c'est adopté, on a du temps. Et donc ce temps, on doit l'utiliser pour réfléchir sur les questions de responsabilité, mais aussi pour bien comprendre les besoins, l'ampleur de la tâche qu'il y a à former, reskiller, comme on dit en mauvais français ou en anglais, les personnels des entreprises. Et les entreprises sont prêtes? Les salariés sont prêts? La bonne réponse, c'est ça dépend. Mais en tout cas, il y a une prise de conscience énorme depuis le Covid et même avant de la nécessité de se transformer, et que finalement, il y a une inadéquation entre les compétences qu'on a et les compétences qu'on devrait avoir, et qu'il ne s'agit pas de jeter entre guillemets les bébés avec l'eau du bain, mais plutôt de capitaliser sur les personnels qu'on a pour les former aux nouvelles fonctions. Mais dans certains métiers, on va avoir la moitié des tâches qui vont être automatisées. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on réorganise autour des compétences que j'ai? Est-ce qu'on me forme à des nouvelles compétences? Est-ce qu'on me met un copilote machine à côté de moi, etc. Quelle est la méthode que vous préconisez, Joël, sur ce terrain-là? Oui, alors je ferai écho à ce qu'Éric vient de dire. Nous, par exemple, on a eu des ateliers numériques dans toute la France depuis les années 2010-2012, si je ne me trompe pas, qui ont abouti à 700 000 personnes formées aux technologies numériques, dont je crois 60 000 en Occitanie. Donc vraiment prendre le temps d'aller surtout couvrir le territoire pour faire en sorte que toute la population, les gens qui aujourd'hui font partie de nos entreprises, s'adaptent et adoptent ces outils. Elia ne fait pas exception. Je pense que vous verrez assez prochainement qu'on a aussi des initiatives dans ce sens, parce qu'il est évidemment très important d'arriver comme c'est des technologies qui vont toucher énormément de secteurs, que chacune de ces personnes puisse se les approprier. Quelque chose auquel je crois aussi énormément, c'est que, et dont nous avions parlé, que la façon dont chaque métier va s'approprier ces technologies va bien au-delà de ce que nous, on pourrait imaginer. Et donc c'est important aussi de co-construire, de mettre à disposition dans un cadre assez précis. Souvent on le fait dans un cadre de test qui est bien encadré, qui suit des règles précises, mais ensuite qui nous permet ensemble d'essayer, d'expérimenter et de voir en quoi la technologie va pouvoir être utile pour un cas d'usage, pour une profession particulière. Question aux chercheurs et aux psychologues. Qu'est-ce que vous percevez, vous, du côté de l'usager? Par exemple, dans le cas de la voiture autonome, comment... Alors, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Des usages de la voiture autonome. Non, mais dans les attentes, Alors la voiture autonome, j'aimerais dire, c'est un exemple qui est peut-être trop extrême, parce que c'est, en tout cas si on parle de la voiture pleinement autonome, c'est presque un des cas uniques où l'intelligence artificielle opère sans aucun contrôle humain, si on parle de pleine autonomie. C'est-à-dire que c'est le cas extrême pour l'usager. Voilà, c'est un cas extrême parce qu'effectivement l'échelle de temps pour les réactions ne permet pas vraiment à l'humain d'être dans la boucle, ça va beaucoup trop vite. Donc là on est sur un cas extrême, mais qui peut-être du coup a une discontinuité avec tout ce qu'on peut observer maintenant, puisque on n'a pas vraiment d'autres cas où on laisserait à l'IA le plein champ, la pleine automédécision, sans que l'humain soit impliqué à un moment ou à un autre. Et c'est ce qu'on est en train de décrire ici, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un scénario où tout à coup les gens seraient remplacés dans leur métier par une IA. On est sur une longue période de transition où ce qui s'installe plutôt, c'est une forme de coopération systématique, où les gens doivent apprendre tout simplement à travailler avec ce nouveau collègue de travail, cette nouvelle collègue de travail, qui est l'intelligence artificielle, mais qui est une collègue un peu particulière, et qui, disons, nous fait face à beaucoup de défis pour ce qui est de trouver ce que c'est la méthode optimale pour que des humains fassent confiance à l'IA, mais n'y fassent pas aveuglément confiance dans leur métier et trouvent la bonne distance avec cette nouvelle collègue. De ne pas trop lâcher le volant, en gros. Il ne faut surtout pas lâcher le volant. Cette idée de co-construction, est-ce qu'elle peut s'appliquer aussi au contrôle de l'IA, à la régulation? Comment vous abordez le sujet, Joël?
vous parlez un peu de politique des petits pas. Oui, c'est ça, brièvement. C'est-à-dire que de la même façon que pour des cas d'usage et des métiers, on a besoin d'expérimenter pour aboutir à quelque chose de pertinent, je crois qu'avec la régulation, et qu'on appelle de nos voeux, enfin, on a dit très tôt que l'IA était bien trop importante pour ne pas être régulée, pour ne pas être bien régulée. Il faut aussi voir que tant qu'on n'a pas vu la façon dont les utilisateurs vont utiliser la technologie, on ne peut pas forcément être le plus pertinent dans la façon de penser la régulation. Et donc je crois qu'il faut arriver à trouver dès le début un cadre avec des conditions très précises d'utilisation, mais qui permettent cette expérimentation pour qu'on arrive à comprendre la façon dont les utilisateurs utilisent la technologie. Ils sont toujours beaucoup plus imaginatifs que nous, c'est-à-dire qu'évidemment on fait énormément de tests en interne avec nos propres employés, avec des petits groupes de testeurs, mais très souvent quand on met la technologie à disposition d'un groupe un peu plus large ou plus divers, on trouve des cas d'usage et des façons d'utiliser la technologie auxquelles on n'avait pas pensé. Et donc il faut vraiment prévoir cette utilisation dans un cadre bien préservé, j'ai envie de dire, où on peut aussi expérimenter, affiner, itérer sur la régulation pour qu'elle soit le plus pertinente possible. Et vous pensez à une régulation des États, une régulation supranationale? Alors je pense all of the above, c'est-à-dire qu'il faut, il faut vraiment avoir une discussion au niveau des États, mais ce n'est pas des technologies qui s'arrêtent aux frontières. Et donc je pense aussi que l'Europe et les États-Unis ont vocation à travailler ensemble pour arriver à définir un cadre qui va permettre justement de ne pas avoir des choses incompatibles sur des pays voisins et au contraire de trouver quelque chose qui permette au bien commun de s'exprimer, et lui non plus n'est pas limité à des frontières particulières. Eric ? Juste, je ne vais pas parler de régulation, mais je vais parler d'externalités négatives qui sont déjà, je dirais, intrinsèques au travail qu'on fait tous. Les modèles d'intelligence artificielle travaillent sur des données. Dans ces données, il y a inscrit les biais que nous avons nous-mêmes sur le monde. Par exemple, les biais en termes de diversité. Là, aujourd'hui, il y a des startups qui sont d'autres startups de l'IA qui travaillent à débiaiser les bases de données qu'on utilise dans l'IA générative. Donc, vous voyez, une partie de la réponse peut être dans la technologie elle-même, pas la totalité, mais comme le disait Joël, ce n'est qu'en travaillant qu'on voit finalement les biais qui sont générés et les externalités négatives de ces technologies. Donc, vous adhérez à cette idée de co-construction, finalement, quelque part? Alors j'ai du mal à mettre un sens, un terme, ouais. Mais en tout cas, ce que je pense, c'est que ce n'est qu'en expérimentant au maximum qu'on va pouvoir identifier là où nous voulons mettre des limites, et c'est là que ce ne sont pas ni les entreprises, ni les économistes, ni les chercheurs, mais plutôt les États qui ont un rôle à jouer. Jean-François ? Ouais, je voulais repartir sur cette idée que de la méthode des petits pas. Évidemment, j'y crois fermement en tant que chercheur et en tant que psychologue qui s'intéresse à ces questions. Idéalement, ce que je veux, c'est exposer les gens à une technologie qui arrive dans des conditions contrôlées, restreintes, observer la façon dont elle transforme leur comportement ou bien les usages qu'ils imaginent d'en faire. Et ça, c'était un luxe qu'on avait, j'ai envie de dire, jusqu'à décembre dernier. Puisqu'à un moment, il faut qu'on en parle. En décembre dernier, il s'est passé quelque chose de très inattendu. Tout à coup, OpenAI a mis à disposition de l'ensemble de la planète un des modèles, disons, les plus avancés dont on disposait d'IA, ChatGPT, donc, qui a été mis à disposition de tout le monde. Et là, on est sorti complètement du cadre du laboratoire et de l'exposition contrôlée et de la mesure des usages faits de l'IA. Tout à coup, le monde entier s'est transformé en un laboratoire sauvage. Et je le déplore pas, hein. Pour le psychologue ou le comportementaliste, ce qui s'est passé, c'est un peu incroyable. C'est comme si tout à coup, mes expériences étaient menées de façon déchaînée à travers le monde entier. Mais en tout cas, pour ce qui est des grands modèles de langage, je crois qu'on n'en est plus tellement à la question des petits pas. Maintenant, il faut accompagner ce déferlement qui est en train de se produire depuis quelques mois. Eric ? On peut dire là-dessus que
Nous, on a commencé à écrire de manière active sur l'IA en 2015-2016, en regardant le potentiel de cette technologie, même si la plupart des modèles ont été identifiés dans les années 50. Les capacités de calcul, les capacités algorithmiques et les données numériques ont changé la donne dans les 10-15 dernières années. Mais il y a une accélération, je crois que ça a été beaucoup dit. Il y a une accélération dans les quelques dernières années sur une partie de l'IA qui est l'IA générative dont on parlera tout à l'heure. Une accélération avec un grand nombre de chercheurs focalisés sur le sujet, avec des moyens importants. Et ça a changé la donne. C'est pour ça quelque part, on passe des petits pas aux grands pas, aussi pour les emplois, l'humanité, etc. Peut-être juste pour revenir sur les dernières années et les années 50, effectivement, les trois ingrédients qui vraiment ont permis le point d'inflexion qu'on voit aujourd'hui, la puissance de calcul, les données, et aussi Transformer, qui est une technologie, enfin une architecture que nous avons publiée en 2017 et qui vraiment était le précurseur, un peu la clé qui nous manquait avant d'arriver à des modèles qui aujourd'hui ont la performance qu'on leur connaît. Quel impact, Eric, sur l'organisation du travail dans les entreprises ? Alors, c'est un sujet qui nous occupe beaucoup depuis plusieurs années. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'on a identifié, on avait fait des analyses sur à peu près les 800 emplois clés d'une économie développée. On les avait désagrégés en 2000 tâches, en finalement 25 compétences. Et on s'était dit, finalement, il y a une dizaine de pourcents des emplois qui devraient être automatisés à 95% à horizon 2030. C'était ça Donc finalement, c'est à la fois beaucoup et peu par rapport au rythme naturel de création et de destruction d'emplois dans une économie. Néanmoins, il y a à peu près 60-70% des emplois qui vont être automatisés à 40-50%. Donc, quand on regarde ça, ce sont des choses qui sont assez importantes. Alors, 2030, 2040, 2050, il y a des différents modèles, différents scénarios. Mais si on met ça de côté, la transition est suffisamment importante pour qu'on se pose la question à l'intérieur des entreprises, dans les différents secteurs économiques et au niveau d'un pays, de ce qu'on fait pour faire donc du reskilling, c'est-à-dire de la formation pour que les gens s'adaptent. Parce qu'il y a un moyen de retenir son emploi, il faut simplement être formé à la technologie. Je vous donne juste un petit exemple, même deux petits exemples. Le premier, c'est toutes les analyses qu'on avait faites il y a quelques années. Moi, je lisais partout que les paralegals, les assistants juridiques, étaient des professions qui allaient disparaître. Donc, c'est des gens qui font des recherches pour les avocats. Et puis, on a été regarder ce qui se passe aux États-Unis. On s'est aperçu que la demande de paralegal d'assistants juridiques était en hausse. Et donc on regardait, et puis on s'est aperçu que les assistants juridiques qui finalement maîtrisaient les techniques de l'IA de recherche étaient en forte demande, et ceux qui ne les maîtrisaient pas étaient pas du tout en forte demande. Tout ça paraît très logique, mais finalement, qu'est-ce qui se passait avec les gens qui maîtrisaient les technologies de l'IA ? Eh bien, parce qu'ils maîtrisaient ces technologies de recherche, l'avocat moyen, au lieu de leur demander 5 recherches, leur demandait 200 recherches. Et donc, quand on a un outil plus performant et qu'on est formé à cet outil, la demande augmente. Et donc, il y a tout quelque chose autour de ça qu'il faut qu'on arrive à factoriser. Donc, nous, notre conviction, c'est que si on forme les gens à certains endroits, je crois que c'était une des questions qui tournait dans les questions de l'assistance, eh bien, il y a un vrai potentiel à ce que les gens non seulement retiennent leurs emplois, mais se déplacent vers plus de valeur ajoutée. En revanche, c'est un changement. C'est une disruption. Et le deuxième point sur l'IA générative, vous avez peut-être lu, il y a une étude qui a été faite par Eric Brynjolfsson, qui est un des chercheurs de Stanford, il a fait des tests sur l'application de l'IA générative dans les call centers, les centres de services clients. Eh bien, ils ont utilisé un algorithme copilote, donc d'IA générative, à côté des gens qui finalement répondaient au téléphone en codifiant les meilleures pratiques des meilleurs du call center. Donc les meilleurs du call center n'ont pas besoin du copilote et sont toujours aussi performants, et tous les autres montrent au niveau des meilleurs. Donc c'est une forme de nivellement par le haut. Voilà. C'est juste pour se dire, tout ça, ça nous déplace vers plus de valeur ajoutée, donc c'est forcément une disruption importante. Joël, avant Jean-François, et on passera aux questions de la salle, parce que sans surprise, le sujet suscite énormément de questions. Peut-être pour rebondir avec un autre exemple, donc moi j'ai fait beaucoup d'imagerie médicale, il y a
j'ai envie de dire 5 à 10 ans, la réaction initiale des radiologues en voyant un certain nombre d'algorithmes était peut-être de la peur et de se dire que ces algorithmes allaient les remplacer. Quand on leur parle aujourd'hui, et j'avais ces discussions plus tôt dans la semaine, beaucoup voient maintenant l'IA comme une aide, comme quelque chose qui leur permet d'aller plus vite parce qu'ils n'ont plus 200 images, ils en ont 20 000 à regarder parce que les technologies d'IRM, de scanner, etc. génèrent plus d'images qu'avant, sont plus avancées et aussi, de façon plus large dans la médecine, beaucoup plus d'instruments, beaucoup plus de génomique, de métabolomique, etc. Donc beaucoup de choses pour lesquelles on ne peut pas vraiment former un praticien par modalité d'imagerie ou instrument scientifique. Et donc je crois qu'il faut vraiment voir l'IA, comme il a bien été dit, comme quelque chose qui va aider dans un certain nombre de métiers à soit être plus efficace, soit à comprendre des données qui sont bien plus importantes qu'elles n'étaient. Et donc je crois que c'est tout à fait une approche pertinente d'aider les gens à utiliser ces technologies, mais aussi les développer avec elles, c'est-à-dire pour qu'elles soient vraiment intégrées à leur façon de faire, à leur pratique, et les rendre le plus pertinentes possible. Jean-François ? Voilà, j'aurais plein de choses que j'aurais envie de vous dire, mais je vais choisir 2 choses. Donc un point sur l'organisation du travail et un exemple sur les call centers. Quand on regarde dans la littérature académique, il y a sur ce que les gens pensent, à quel point ils acceptent, par exemple, d'être managés par l'IA dans leur entreprise. Ce qu'on observe comme phénomène, c'est que si vous posez la question à des gens qui travaillent pour des entreprises où le management par l'IA n'existe pas, ils sont très négatifs envers cette idée. Ils trouvent que c'est une mauvaise chose, qu'ils ne vont pas aimer, que ça va être pour beaucoup de raisons. Ils sont négatifs ou ils ont peur ? Alors ils ont peur, ils sont négatifs en général. Si vous demandez à des gens qui travaillent dans des entreprises où le management par l'IA est en place, eh bien, ils sont beaucoup plus positifs, ils trouvent beaucoup d'avantages à ça. Alors il y aurait une version optimiste de ça qui dirait les gens sont négatifs au départ et puis finalement ils aiment ça. Mais non, ça marche pas du tout parce que les entreprises dans lesquelles le management par l'IA existe, c'est pas un tirage au sort des entreprises en France. C'est des entreprises qui ont choisi de passer au management par l'IA et probablement parce qu'elles ont des caractéristiques spéciales qui font que le management par l'IA est une bonne idée pour ces entreprises. Donc il ne faut absolument pas être trop optimiste et penser que les données nous montrent que les gens s'en font une montagne et puis finalement ils aiment bien. Non, pour l'instant on n'a pas le recul pour le dire. Et puis pour finir, un exemple sur les call centers, parce que le copilote, ça semble être une très bonne idée, d'aider les gens comme ça en copiant les meilleures pratiques du call center. Mais il y a de nouvelles choses qui se passent dans les call centers et qui sont peut-être plus controversées. Et un exemple très controversé, c'est l'utilisation de l'IA pour gommer en temps réel l'accent étranger de l'employé du call center. C'est-à-dire que la personne parle au téléphone avec son accent, qui est ce qu'il est. L'usager qui a appelé le call center, lui, en temps réel, une voix dont l'accent a été gommé. Alors, ça augmente énormément la satisfaction des clients. Ça augmente énormément la satisfaction des employés. Mais ça nous met face à un dilemme de société qui est que on était dans une société où on essayait de dire respectez-vous les uns les autres, soyez inclusifs, aimons la diversité, les gens parlent avec l'accent qu'ils veulent. Et là, on se retrouve dans une situation où on dit ou bien on utilise une solution un peu rapide, si les gens ont un accent étranger, eh bien ils n'ont qu'à utiliser une IA qui gomme leur accent et comme ça tout le monde est content. C'est vrai que tout le monde est content à court terme, mais ça nous met devant une tension sociale pour ce qui est de notre but social à long terme. Est-ce qu'on veut une société où les gens utilisent des filtres pour parler comme les autres, ou est-ce qu'on veut une société où on accepte la façon dont tout le monde parle ? Je précise quelques juste secondes pour réagir avant qu'on passe à... C'est juste pour réagir à ce que dit Jean-François, mais simplement l'exemple que je citais, qui a été une étude qui a été menée par Brynjolfsson à Stanford. Donc Stanford, Californie, patrie de la diversité, ces meilleures pratiques n'étaient pas celles-là, mais c'est... Voilà. Alors, on va passer aux questions de la salle, nombreuses. Je remercie la première personne, car c'était la dernière question que je voulais vous poser. De nombreux emplois sont menacés par l'avancée de l'IA. Pensez-vous que cela soit finalement un frein au bien commun ? Qui se jette à l'eau ? Je crois qu'on y a partiellement répondu. Peut-être juste pour
réagir dans l'autre sens. C'est-à-dire que, en tout cas, moi, du côté recherche, je vois qu'il y a énormément de choses à faire, à la fois pour arriver à comprendre comment on va utiliser cette IA comme copilote, et aussi dans des questions beaucoup plus fondamentales. Nous, on regarde comment l'IA va aider la science sur un tas de sujets, comment l'IA va aider en médecine, etc. Et donc, je pense qu'il y a aussi beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire dans les années à venir pour s'emparer de cet outil et encore une fois, faire en sorte que la technologie soit au service du plus grand nombre. Alors, je réagis sur plusieurs niveaux, si ça vous va. D'abord, la technologie et la pénétration de la technologie, y compris l'IA, nous, ce qu'on voit dans nos différents calculs validés par un certain nombre d'économistes, c'est en net, ça ne détruit pas d'emplois, ça crée de l'emploi. Le problème, c'est l'inadéquation, et je pense que la question a d'ailleurs été bien posée, c'est l'inadéquation entre les emplois créés et les emplois d'aujourd'hui, et les compétences d'aujourd'hui. Donc c'est cette disruption-là qui est une question. Donc quand on travaillait avec des économistes sur différents scénarios macro que je vous citais tout à l'heure, on s'est aperçu si on essaie de dire, par exemple, on utilise la technologie pour faire de la pure productivité, ce qu'on appelle des savings, des économies, ou on l'utilise finalement pour faire de la croissance, je dirais, inclusive et responsable, et bien dans les scénarios économiques, comme je vous le disais tout à l'heure, qui vont vers j'utilise la technologie pour développer les gens et je crée plutôt des emplois qui sont en utilisant la technologie de manière complémentaire au lieu de l'utiliser en pure productivité type économie, eh bien là on a plus de croissance économique. On a plus de croissance économique et si on utilise d'autres indicateurs comme des indicateurs de bien-être qu'un certain nombre d'économistes utilisent, comme on appelle le welfare, on a plus de consommation, de durée de vie, on a plus de travail, de durée de vie en bonne santé. Bref, tout va dans le même sens. Des indicateurs de sustainability, de durability et des indicateurs de croissance économique. Donc voilà, utilisation responsable de l'IA égale finalement croissance économique. Et peut-être pour rajouter un point, et ça a été évoqué ce matin, il est vraiment très important d'avoir plus de jeunes qui sont attirés par des carrières technologiques. Ça demande de faire des maths et je crois qu'il ne faut pas hésiter à le dire et à encourager vraiment notre jeunesse à aller vers ces carrières scientifiques. On en aura besoin pour tous les défis auxquels il faut qu'on fasse et aussi pour vraiment continuer à développer l'IA de façon responsable. Ça a été mentionné dès le début, en tout début de matinée, et aussi ça a été abordé avec l'angle de la motivation. Comment on fait pour vraiment motiver les uns et les autres. Donc, quand on a parlé du narratif ce matin, et je crois que vraiment cet ancrage scientifique permet de résoudre des challenges immenses, mais permet aussi à chacun d'avoir ensuite les compétences pour s'emparer de ces outils. Une question qui rejoint un peu ce que vous dites. Comment aborder l'IA dans le système scolaire pour permettre une transition ? Qu'est-ce qu'il faut faire, et notamment, j'allais dire, en France, où on se bat actuellement pour promouvoir les maths, pour attirer les jeunes vers certains métiers ? Oui, alors je vais répondre, peut-être il y a deux angles à cette question. L'un qui est qu'est-ce qui se passe quand nos élèves, nos étudiants utilisent l'IA pour faire leurs devoirs, pour faire, etc. Donc ça, c'est sûr que c'est quelque chose qu'il faut encadrer. Et alors j'ai entendu un certain nombre d'exemples où certains, justement, utilisaient la technologie de façon proactive dans leurs examens pour résoudre le problème quelque part, mais ça je crois que j'enseigne pas, donc c'est pas à moi de répondre particulièrement à la question. Par contre, sur la partie comment enseigner pour que les élèves, les étudiants aient une bonne compréhension de ces technologies, je pense qu'on est dans un pays qui historiquement était très fort en maths, et je crois que on est largement capable de relever le défi. D'un point de vue diversité, je dirais simplement qu'on se rend compte souvent que, par exemple, de nombreuses jeunes filles s'aperçoivent qu'elles aiment les maths ou qu'elles aiment l'informatique quand elles ont été forcées de prendre un premier cours d'informatique. Parce qu'il y a des biais énormes qui font qu'on n'a pas envie d'aller dans ce premier cours. Peut-être que les gens qui y sont ne nous ressemblent pas. Et donc je crois que c'est important de prendre des mesures fortes pour s'assurer qu'on a de la diversité aussi de ces carrières-là. Eric ? Trois choses. La première, évidemment, avec l'IA générative en particulier, on ne peut pas dire que la façon d'enseigner ne va pas se modifier.
C'est-à-dire qu'en fait, on le voit bien je parlais des knowledge workers, des travailleurs du savoir, vous voyez bien qu'aujourd'hui, quand un avocat rédige un contrat, aujourd'hui, il peut utiliser un logiciel qui lui suggère des clauses pertinentes dans chacun des éléments du contrat. On ne pourra plus enseigner tout à fait de la même façon. En même temps, l'enseignement sert à faire réfléchir les gens qui apprennent. Et donc c'est l'esprit critique et la façon de continuer à faire réfléchir dans un univers où finalement la connaissance est devenue partiellement une commodité qui va être, je pense, la question. Moi je trouve que c'est passionnant. Je suis pas sûr d'avoir... Rester curieux quelque part. Rester curieux, mais surtout garder de l'esprit critique dans un univers où il va être facile de produire de la fake news au kilomètre. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est la formation. On a un capital humain, je crois que Joël le disait, un capital humain impressionnant sur tout ce qui est technologique en France et en Europe, mais c'est pas assez. D'abord, il y a un brain drain important un peu partout, c'est-à-dire que nos chercheurs s'en vont. Il suffit de voir dans toutes les publications scientifiques qui sont faites sur l'IA aujourd'hui, le nombre de Français ou d'Européens qui signent. Donc ça, c'est un premier point. Donc juste là, juste à côté de ça, on n'a pas tout à fait le bon niveau d'investissement sur l'IA en Europe par rapport à l'importance du problème, y compris dans l'éducation, y compris sur la production de compétences, même si notre capital humain est excellent. Troisième point, inadéquation off-demande entre les entreprises, entre ce que veulent les entreprises et ce que produit le système éducatif. Aujourd'hui, on n'a pas tout à fait les gens dans les nouveaux métiers qui sont générés par exemple dans des gens avec une double formation, construction plus numérique, manufacturing, enfin industrie plus numérique, etc. On n'a pas tout à fait les bonnes compétences. Souvent, il y a des espèces de sas nécessaires de formation de 3 à 6 mois pour passer de la personne qui sort du système éducatif à voilà. Donc il y a 3 manières de changer l'éducation. Jean-François ? Oui, donc comme Joël Barral ou Eric Cazan le disaient très justement, donc on a besoin de gens qui vont aller dans ces carrières, on a besoin de pousser pour avoir une génération qui va contribuer au développement de l'IA, mais ce que je vais rajouter avec le chapeau du psychologue, c'est qu'on a aussi besoin de former des générations qui ne vont pas nécessairement développer de l'IA, mais qui vont la vivre. Puisque ça va devenir une part importante dans la vie des citoyens, non seulement de savoir utiliser l'IA, même si on ne la crée pas, et puis aussi de comprendre les grands choix de société qui sont liés à l'IA. Donc moi, en général, j'essaie avec les lycéens, par exemple, d'avoir un angle non technique, mais qui est par exemple d'essayer avec eux de simuler différents choix de société que nous pouvons faire avec différents systèmes d'IA et quelles sont les conséquences à long terme pour l'organisation de la vie sociale, que ce soit pour les accidents de la route ou pour les erreurs judiciaires, mais essayer de montrer ce que sont les défis de l'IA, ce que sont les possibles choix de société que nous pouvons faire au sujet de l'IA pour, disons, les aider à être une génération plus informée. Avant qu'on passe à la dernière question, j'ai une question de la salle. C'est pour Joël, c'est pour ça que je vous regarde. Existe-t-il un serment d'Hippocrate pour les chercheurs en IA ? Intéressant. Oui, c'est une très bonne question. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de familles médecins et que c'est une question que je me suis déjà posée. Est-ce que, alors on a évidemment un code de conduite, etc., de la responsabilité en tant qu'employé, mais pas spécifique sur l'IA. Et je crois que c'est une excellente question. Est-ce que en tout cas en tant que nos équipes de recherche ont des principes d'intégrité scientifique très élevés, mais à titre individuel, aujourd'hui, ne prêtent pas serment pour utiliser l'IA d'une certaine façon à titre personnel. En revanche, évidemment, en tant qu'employé de Google, on s'attelle à utiliser l'IA de façon responsable. Et malheureusement, ce sera notre dernière question. Il nous reste à peine 1 minute. Lors de nos échanges, Joël, vous m'aviez dit finalement l'usager a souvent plus d'imagination que nous. Alors, est-ce qu'il faut quelque part avoir peur de l'usager et de jusqu'où lui pourrait aller avec l'IA ? Je crois que c'est une belle façon de finir, c'est-à-dire que moi, je crois vraiment que l'IA est un outil et qu'il doit rester un outil, celui qui a la décision finale, celui qui, par exemple, dans un test d'examen, etc., rend sa copie, c'est l'élève, ce ne sera pas ah, mais c'est l'IA qui m'a dit ça », non, c'est la personne qui, ou dans nos vies professionnelles, c'est nous qui envoyons l'email, c'est nous qui vraiment avons la responsabilité, finalement, du produit qu'on transmet. Et ça rejoint ce qu'on disait dans l'éducation et ce qu'il faut apprendre à nos générations futures, c'est-à-dire qu'on a vraiment besoin d'avoir une réflexion globale sur comment on veut utiliser cette technologie et il faut que les personnes dans leur
dans leur façon d'aborder les choses est une conscience du bien commun et des principes, est des valeurs partagées qui leur permettent d'avancer d'une façon qui nous convient à tous. Éric ou Jean-François, 10 secondes chacun, si ça vous inspire. Il ne faut pas nier l'incertitude dans laquelle nous sommes, dans laquelle toute la société, toute la recherche est. À lui dire franchement, on ne sait pas trop quelle société nous allons avoir maintenant, quelle société nous sommes sur le point d'entrée. Mais ce n'est pas parce qu'on a autant d'incertitudes qu'il faut la transformer en inquiétude. Je crois qu'on peut aussi se faire collectivement confiance. On va y arriver. Éric, le mot de la fin ? Merci beaucoup. Je veux dire, mon inquiétude personnelle n'est finalement pas sur, comme Jean-François et Joël, sur l'utilisation de l'IA. Je pense qu'effectivement, on va y arriver à mettre en place les bonnes bornes de contrôle. Mon inquiétude est plus une question sur la compétitivité économique, sur finalement le monde dans lequel on vit. Ceux qui ralentissent sur l'utilisation de la technologie, comme l'Europe l'a fait dans les 10 dernières années, on voit bien que la capitalisation des entreprises américaines est bien plus importante que celle d'Europe et que ça s'explique uniquement par la pénétration de la technologie dans les entreprises européennes. L'IA générative et tout ça, ça arrive. En fait, la grosse difficulté, c'est que certes, on doit mettre des bornes à tout cela pour maintenir finalement une utilisation soutenable de l'IA, mais on doit aussi rester compétitif et on doit aussi travailler sur le capital humain, qui est le principal facteur de compétitivité de l'Europe. Merci à tous les trois. Le sujet est passionnant, inépuisable, donc j'espère bien que l'an prochain, on le remettra à l'agenda du sommet. Très belle journée. Et à tout à l'heure.